Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, on t'entend très Bonjour. bien, Brahim. Super, je t'entends aussi Salomé, c'est déjà pas mal. Et si tout le monde nous entend, c'est super. On va peut-être faire monter sur scène les différents participants. Si vous voulez allumer votre caméra, je vois que Jérôme vient de le faire. Ouais. Bonjour Monsieur Saïdan, rebonjour. Bonjour, Monsieur Saïdan. Bonjour, Jérôme. Bonjour, vous allez bien? Très Très bien, bien, merci. toi aussi? Très très bien, merci. Hop, on va... Ouais, vas-y Salomé. Éventuellement, Sana, si vous pouviez mettre votre caméra aussi. Merci. Bonjour, Sana. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Merci. Super, on est au complet, non Salomé? Bon, on va laisser les gens nous rejoindre en suivant et après, on est au complet au niveau des intervenants. Super. Mais écoutez, bienvenue à tous et merci pour votre participation sur la pause déjeuner. Je sais que c'est pas forcément arrangeant pour tout le monde, mais on va essayer de passer une pause déjeuner assez agréable et en tout cas sur un thème vraiment important qui nous tient à cœur. On va peut-être commencer par se présenter, Salomé. Oui. Si tu veux y aller, ben, tu peux te présenter. Oui, alors donc moi je me présente, donc je m'appelle Salomé Audier. J'accompagne Brahim donc sur cet événement. Je suis vice-présidente de l'association humanitaire et environnementale de Schema qui s'appelle HOP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement on a vocation à faire des missions de tout genre dans le secteur de l'humanitaire et de l'environnement. Par exemple, on a en place un projet qui s'appelle Espero comme Camille Muris, qui consiste par exemple à construire une école pour les enfants issus des quartiers défavorisés au Brésil. On fait également sur le campus de Sophia Antipolis, par exemple, des nettoyages de plages. On ramasse les déchets notamment. Donc voilà, moi je suis vice-présidente de cette association et j'ai l'honneur aujourd'hui de participer et de pouvoir animer cette jolie masterclass. Donc voilà, si Brahim, tu veux continuer. Ouais, bah, merci beaucoup. Alors pour ma part, je suis président de la junior entreprise de Schema, Schema Conseil. Donc on est un cabinet de conseil étudiant qui réalisons des missions pour les entrepreneurs, pour les grands groupes de tout type, études de marché, études de communication, d'implantation. Et alors je vais peut-être commencer avec une anecdote, mais il faut savoir qu'au mois de décembre dernier, il y a eu un événement assez important au sein du mouvement des juniors entreprises, la GEX, Junior Entreprise Experience. Et il y a un intervenant d'Engie, Quentin Dejean, qui est intervenu et qui a pu nous parler un petit peu de la stratégie d'Engie. Il a en parlé aux jeunes entreprises. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, moi, je ne comprends pas pourquoi, dans les écoles de commerce, j'entends parfois l'association humanitaire en opposition avec la junior entreprise. Et je l'ai trouvé très intelligent de dire ça. Et alors nous, à Schema, on a voulu vraiment prendre le contre-pied de ce qu'il y a pu y avoir effectivement par le passé. Mais on est convaincu qu'aujourd'hui, plus que jamais, toutes les entreprises, et encore plus les juniors entreprises, doivent se tourner vers ces enjeux-là, doivent aussi s'unir avec leur écosystème, avec notamment l'association environnementale portée par Salomé et toute l'équipe de Hop. Donc c'est vraiment dans ce contexte qu'on a voulu lancer cette masterclass. Et pour parler plus en détail donc, de la thématique, on est tous conscients aujourd'hui du besoin, je viens de le dire, de s'engager dans une démarche à impact. Toute la question est de savoir comment et pourquoi finalement. Et je crois qu'avec les intervenants qui nous rejoignent aujourd'hui, on va pouvoir un peu aborder cette thématique. On va pouvoir voir déjà qu'on peut s'engager pas seulement dans l'humanitaire, même si c'est une première thématique. On va pouvoir s'engager aussi pour avoir un impact positif en finance. On va pouvoir s'engager également en entreprenant quelconque projet. Donc c'est vraiment cette diversité d'engagement qu'on veut aujourd'hui porter pour inspirer un petit peu aussi la nouvelle génération. On va peut-être rapidement passer à la présentation des intervenants. Salomé, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça peut être pas mal. Éventuellement, si vous pouviez assez rapidement voilà, vous présenter dans un premier temps vos nouveaux prénoms qui vous aident, en fait, vos métiers, assez rapidement, et puis on reviendra plus en profondeur dessus en suivant. Je vous laisse, allez-y, je vous laisse la parole libre. Honneur aux dames, Sana.
Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sana Nalla. Je suis en charge des relations académiques pour le groupe NJ. Donc, ça fait plus de 10 ans que je travaille pour le groupe sur des fonctions diverses en ressources humaines. Et actuellement, depuis 1 an maintenant, je m'occupe des relations que nous entretenons, que nous construisons et que nous entretenons avec les différentes écoles, mais même au-delà sur tout le monde académique. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur les moyens de construire et d'engager une carrière à impact positif. Merci Dafer. beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Dafer Saïdan, je suis professeur de finance à Schema depuis maintenant plus de 10 ans. Je dirige le MSI Corporate Finance Management, donc je le coordonne au niveau de nos différents campus, Belo au Brésil, Suzhou en Chine, Sofia à Paris. Et je suis l'initiateur avec un groupe de collègues et puis d'alumni, d'anciens élèves, mais aussi de partenaires, d'un nouveau MSI en finance durable et digitalisation et fintech. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler pendant nos échanges. Bonjour, enchanté et félicitations aux organisateurs pour cette belle initiative. Jérôme Ribeiro, président de la société Opal, je suis au service des territoires. Je sensibilise les mairies, les agglos, les communautés de communes, les départements, les régions aux meilleurs choix énergétiques et je les accompagne dans l'obtention des subventions que l'on peut avoir, que ce soit ADEME, FEDER, fonds européens, régionaux ou tout ce qui est certificat d'économie d'énergie, les C2E. Et je suis en parallèle aussi vice-président de l'Institut Europia, donc sur l'intelligence artificielle, où nous mettons l'humanité au cœur de l'intelligence artificielle et l'IA pour une humanité. Merci beaucoup à tous. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jérôme. L'Institut Europia, c'est vrai que on l'a pas abordé, mais c'est un partenaire aussi de Schema Conseil. On a la chance d'être partenaire avec l'Institut et d'être intégré au conseil d'administration d'ailleurs. Et c'est vrai que finalement, cette masterclass, pour remettre en contexte avant de commencer, finalement, c'est la deuxième qu'on organise, nous, Schema Conseil. La première fois, on a eu la chance de recevoir Marco Landi, ex-CEO monde d'Apple. Et cette fois, c'est vrai que la thématique a changé, mais l'esprit que tu viens de dire d'humanité et de progrès est toujours là. Et un dernier mot aussi pour dire que finalement, cette masterclass, elle s'inscrit vraiment dans une nouvelle stratégie qu'on essaye aussi d'implémenter, nous, à la Junior Entreprise. À notre niveau, on veut faire changer les choses, donc on a pour ambition déjà de devenir une Junior Entreprise à mission cette année. On pourra peut-être en reparler dans le cadre de cette masterclass. Et puis, on a la chance aussi d'être accompagné par NJ dans le cadre du mouvement des juniors entreprises. Et je vois d'ailleurs que Julie Philippot est présente aujourd'hui et c'est elle effectivement qui met en relation les juniors entrepreneurs et NJ. Et on a pu remporter cette année d'ailleurs le prix NJ du meilleur projet à impact positif avec notre partenaire Junior ISEP et plein d'autres initiatives qui sont lancées au sein du mouvement, la Tinderbox, les People Lab, dont on pourra reparler évidemment. Voilà pour la mise en contexte, la mise en bouche, pourrait-on dire, puisqu'on va utiliser la métaphore du déjeuner, hein, Salomé? Oui, ça se prête bien, je pense. Et donc, du coup, pour continuer, c'est vrai que donc on l'a vu, la junior entreprise a vraiment une stratégie déjà d'impact positif. Mais c'est vrai que pour entamer cette première masterclass, donc la première partie de la masterclass, ce serait intéressant que vous nous parliez un petit peu plus des stratégies de vos structures, en fait, pour s'orienter vers une carrière à impact positif. Quelles actions est-ce que vous avez implémentées pour aller dans ce sens-là? Qu'est-ce qui vous reste à mener? Quelles ont été vos erreurs? Qu'est-ce que vous déconseillez? Alors, j'en profite aussi pour vous dire que on reste juste sur la partie structure pour l'instant parce qu'après, on va passer au parcours personnel de chacun. Et pour les participants, si vous avez des questions à poser, il y aura une session de questions-réponses à la fin de cette première partie. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra. Voilà, je vous laisse la parole et je vous laisse, voilà, comme vous souhaitez. Peut-être, Sana, je vous laisse d'abord commencer.
Oui, avec plaisir. Alors, moi, j'aimerais quand même introduire le sujet. Enfin, nous, on a une raison d'être au sein du groupe, mais j'aimerais quand même donner des éléments de contexte. Et ensuite, je vous parlerai très brièvement des activités qu'on a. Donc, on est dans un monde où, effectivement, les mouvements et la quête de sens s'intensifient. Et une envie de œuvrer chaque jour pour un impact positif, que ce soit dans sa vie étudiante. Là, je m'adresse aux étudiants particulièrement. Que ce soit dans une vie étudiante, mais aussi professionnelle et personnelle, qui nous pousse à relever des défis nouveaux et à interroger nos propres modèles. Donc ça nous mène du coup à repenser nos façons de produire, de travailler, d'étudier, de vivre ensemble sur un même territoire ou autre, mais pour rendre notre environnement plus écologique, mais également plus durable et responsable. Donc, chacun a sa raison d'être personnelle, qui s'inscrit dans une raison d'être globale. On en est tous acteurs, c'est notre responsabilité de percevoir le sens commun de nos actions. Et chez Engie, nous avons adopté, donc, comme je vous le disais, une raison d'être co-construite avec nos parties prenantes, donc, que ce soit nos collaborateurs, nos actionnaires, enfin, toutes nos parties prenantes, internes, externes, est totalement aligné avec un projet d'entreprise et nos activités et surtout notre organisation. Alors, chez Engie, la raison d'être, c'est agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Donc, cette raison d'être, elle rassemble l'ensemble des parties prenantes, comme je vous le disais, en interne du groupe, des activités, des nationalités, mais des diversités qui permet au plus grand nombre d'exprimer sa vision du rôle que devrait jouer l'entreprise en donnant une vision et une mission commune. Donc, au-delà de nos activités, elles nous amènent à défendre un nouveau modèle de société qui concilie performance économique, progrès humain et respect de l'environnement. Donc, en développant notamment des nouvelles manières de produire, de distribuer et de consommer l'énergie. Et au-delà de l'énergie, c'est aussi en faisant évoluer nos comportements individuels et personnels. Donc, vous aurez compris que définir une raison d'être, c'est définir le sens que revêt l'activité d'une entreprise, mais bien plus que cela. Donc, je dirais que la transition énergétique, c'est un sujet de tous, c'est notre sujet à tous, autant celui des entreprises, comme Engie, la nôtre par exemple, que celui d'une école, comme vous le disiez Brahim, ou d'une institution, d'une collectivité. Donc ça ne s'arrête pas uniquement à un périmètre d'entreprise. Et donc voilà, nous sommes tous concernés depuis le plus jeune âge, et en particulier vous, représentants des générations futures. Donc, on a mis en place une stratégie au service de cette raison d'être à travers 4 activités complémentaires qui nous permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'énergie et les enjeux de la transition neutre en carbone. Donc, nous avons les énergies renouvelables, la production thermique et fourniture d'énergie. On a également les infrastructures et les solutions clients. Donc, voilà ce que je peux partager sur notre raison d'être, notre stratégie d'entreprise, notre organisation et nos activités. Merci, merci beaucoup. Peut-être laisser la parole à Jérôme ou à Monsieur Saïdan. Et pour information pour les participants, on fera une première session de questions-réponses à l'issue de ce premier tour de table. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou bien même à lever la main pour échanger avec eux. D'affaires, vas-y, je t'en prie. Le micro est coupé, Monsieur Saïdan, pardon. Hop. Merci Jérôme. Je vais essayer d'être bref, même si ce que vient de présenter Sana est d'une richesse vraiment très très importante. Moi, j'aimerais dire tout d'abord que ce qu'on essaie de développer et ce que vous-même d'ailleurs au sein de votre structure, au sein d'Europe, vous développez, en fait, s'inscrit dans une stratégie, dans un plan stratégique et cohérent avec le plan stratégique Sky 25 de Schema. Alors, ce que vous faites me paraît fondamental parce que vous essayez au fond d'introduire des choses qui sont, comme vous l'avez dit Brahim, qui paraissent peu conciliables. Hein, l'entreprise, le développement durable, la finance durable. Bon, alors, je pense qu'on peut concilier les deux. Et je vais essayer de juste vous
vous dire un peu, au fond, un peu ma réflexion, réflexion que j'ai essayé de mener depuis à peu près une dizaine d'années, notamment dans un ouvrage que nous avons publié et qui s'intitule, qui est paru en 2011, on a eu le prix Turgot en 2012, qui s'intitule La finance durable. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est nous devons, au fond, être proactifs. Il faut qu'on essaye d'anticiper. Et la crise du Covid-19 est en train d'ouvrir vraiment de gros chantiers, est en train de confirmer aussi l'orientation que nous sommes en train de prendre, notamment à Schema. Alors, d'abord, il y a cette double transition qui est remarquable. C'est la transition écologique, la transition numérique. C'est une véritable... On est face à un véritable modèle disruptif, et je reviendrai dessus très rapidement. Il y a le deuxième défi, le deuxième engagement, c'est l'éducation de la formation. Et le troisième, c'est la réglementation. La réglementation, c'est-à-dire le positionnement au fond de l'État, du gouvernement face à ces choses-là. Alors, si vous permettez, moi j'aimerais tout d'abord mettre les choses à plat et puis peut-être dire en deux mots, vous livrez ma définition de la finance durable, puisque on est en train de parler de ça aussi, et il faut qu'on soit très très clair et très concret, puisqu'on parle de finance à impact. Et bien justement, la finance durable, c'est une nouvelle finance, une nouvelle approche financière qui est composée d'innovations financières à fort impact sociétal. Qu'on soit très très clair. Bien, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter qu'on n'est pas en train de faire la révolution. Nous sommes dans une approche certes disruptive, mais nous sommes dans une continuité, rupture avec continuité. Il faut être très, très clair. Nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire la finance classique, les mécanismes du marché qui nous permettent de mesurer la performance, on va les garder. Sauf qu'on va rajouter, on va plugger quelque chose qui s'appelle la performance extra-financière. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Ça veut dire qu'on va essayer d'élargir notre vision. Enlever un peu quelques œillères, ne pas regarder uniquement les actionnaires, mais regarder aussi les parties prenantes. Et vous, en tant qu'association HOP, vous êtes une partie prenante. En tant que junior entreprise, vous êtes une partie prenante. Et d'ailleurs, je vais vous faire une proposition d'entrée de jeu. Dans le cadre du nouveau MSI que nous avons lancé, Sustainable Finance and FinTech, moi j'aimerais qu'on établisse un lien pour justement justifier votre légitimité, votre nouvelle orientation. Et pourquoi pas que vous soyez partie prenante, au fond, de cette démarche pédagogique nouvelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit que nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, que la finance durable ne rejette pas la finance classique et traditionnelle et conventionnelle, il y a une question qui se pose. Comment allons-nous implémenter cette finance? Et j'aimerais qu'on soit très très clair là-dessus. Comment allons-nous implémenter cette finance à impact? Il y a deux voies. Il y a la voie top-down, la hard law, le gouvernement, l'État qui intervient, et il y a la soft law, la voie que nous choisissons, que nous sommes en train de développer aujourd'hui autour de la table. Alors, je ne rentre pas dans les détails, cette approche hard law, top-down, on la connaît. On l'a commencé en 2001, vous vous rendez compte? Plus de 20 ans maintenant. C'est la loi NRE, les nouvelles régulations économiques, qui impose aux sociétés cotées d'établir un rapport RSE, pour dire les choses simplement. Or, qu'est-ce qu'on remarque? On est encore dans le greenwashing. Il y a eu ensuite la loi 2008 sur la responsabilité environnementale. Il y a eu le rapport Nota-Sénar. Alors là, c'est un rapport révolutionnaire. Vous vous rendez compte? Écoutez bien, en fait, nous allons modifier les articles 1833, 1835 du Code civil. Que dit l'article 1833? La société, ou désormais, qu'est-ce qu'il dit? La société doit être gérée dans son intérêt propre, donc en considérant ses actionnaires, mais en introduisant les enjeux sociaux, environnementaux de son activité. Donc, ça dépasse le profit financier simple, les critères financiers. Donc, et ça a donné naissance à la loi Pacte de mai 2019, qu'on a du mal à mettre en place. Bon, alors, donc notre approche finalement, c'est hard law, c'est difficile, c'est complémentaire, c'est important. La voie que nous choisissons, notamment à Schema, que vous également en tant qu'acteur de la société civile choisissez, c'est la soft law, c'est-à-dire le bottom-up. Bottom-up, c'est quoi?
c'est réunir l'ensemble des acteurs qui réfléchissent, c'est ce que vous faites aujourd'hui, qui réfléchissent assis sur le sujet de l'impact social et environnemental. Voilà. Donc, comment arriver à cela? Évidemment, j'aimerais préciser avant juste de finir que ce n'est pas une question d'argent, l'argent existe, l'écosystème des instruments financiers existe, les obligations vertes existent, les actions private equity, etc. existent, le crowdfunding, etc. La question est de savoir comment implémenter tout cela et surtout, comment mesurer le progrès que nous réalisons en la matière. Nous manquons d'éléments pour justement juger du progrès que nous réalisons. En d'autres termes, la performance sociétale, on ne sait pas très bien encore la mesurer. La performance durable, on ne sait pas très bien la mesurer. Et ça, ce sont l'objet de nos travaux de recherche. C'est l'objet aussi de la nouvelle pédagogie que nous lançons au sein de Schema, à travers notamment ce nouveau MSI, Sustainable Finance FinTech. Merci beaucoup, Monsieur Saïdan. Et je vous avoue que j'ai déjà sorti mon calendrier. On va être amené à se revoir, c'est certain. Après avoir vu la vision d'un grand groupe moteur dans la transition énergétique et la vision également plus académique tournée vers l'école, on va à présent avoir la vision aussi d'un entrepreneur, et pas des moindres, puisqu'on a face à nous un serial entrepreneur, on pourrait dire, de la transition énergétique, et qui, à mon avis, va avoir aussi des avis assez tranchés sur cette question. Jérôme, c'est à toi. Merci. Donc, comment est né Opal? Je suis associé dans un cabinet d'architecture et nous travaillons beaucoup avec le secteur public. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait comme conseil, notamment sur les communes, les agglos, enfin les territoires, et que souvent les choix qui étaient faits, c'était ils lançaient un appel d'offres pour une ZAC d'assistance à maîtrise d'ouvrage sans vraiment réfléchir sur l'environnement, sur tout ça. Et donc, j'ai toujours été très attiré par le monde du RSE. Et à l'époque, on avait créé avec le CJD, on avait co-créé avec Philippe Girard les trophées du RSE. Mais l'environnemental n'était pas trop compris dedans. C'était surtout le sociétal. Et je suis content que depuis la Covid, surtout, on se rend compte que l'environnemental est très important. Et donc pour moi, c'était primordial de participer à apporter ma pierre à l'édifice, à cette construction d'un monde meilleur et de sauvegarder cette belle planète bleue. Et donc naturellement, j'ai créé la société Opal où j'ai acquis toutes les compétences pour être au service des territoires et les aiguiller au mieux. J'ai la chance aussi d'avoir rencontré des gens formidables et comme le groupe NJ avec lequel je collabore énormément, sur lesquels ils ont des compétences énormes. Et c'est une vraie machine de guerre et c'est pas une utopie, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment les moyens pour la transition énergétique. Ils vous accompagnent, c'est plus un partenariat. C'est une société avec qui j'aime beaucoup travailler parce qu'on échange beaucoup, on trouve des solutions et on trouve les meilleurs compromis. Parce que ce qu'il est difficile aujourd'hui de faire, c'est tout le monde parle d'écologie, mais il faut trouver un juste équilibre. C'est compliqué parce que si on entend certains écologistes, faut tout raser. On peut plus rien construire, on peut plus rien faire. Et c'est pas vrai. On peut trouver des compromis qui sont très louables et fort louables pour tout le monde. Il faut pas être dans l'extrême, mais il faut faire en sorte que ce soit des matériaux qui sont aujourd'hui le plus bas carbone possible. Le zéro carbone, c'est quasiment impossible d'y arriver, mais on peut trouver des solutions pour s'y rapprocher. Parce qu'on parle beaucoup de bas carbone. La marque zéro carbone a été inventée par Isabelle Kocher, l'ancienne directrice générale d'Engie. J'aimais bien ce terme parce que c'était innovateur, je trouve, à l'époque. Et ça permettait de tendre vers. Et si aujourd'hui les entreprises n'ont pas pris conscience de cette échéance-là qui nous a déjà dépassés, puisque la planète souffre, elles sont perdues. Donc la finance, elle suit. Pourquoi? Parce que c'est un passage obligatoire. Et si nous ne prenons pas ce chemin-là, il va y avoir des répercussions qui seront dramatiques. Donc les entreprises l'ont compris. Je félicite celles qui ont mis les moyens bien avant, comme Engie. Alors, je parle Engie parce qu'ils sont là, il y en a d'autres aussi.
mais c'est indispensable. Et la prise de conscience qu'il y a eu pendant le Covid a permis au gouvernement d'accélérer aussi, avec plus de subventions. On a vu le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a sélectionné 150 membres de la vie civile et on fait manifeste sur lesquels ils ont fait des propositions et la plupart d'ailleurs ont été retenues par le gouvernement et c'est vraiment très noble de leur part. Après, je trouve qu'il est indispensable d'être dans cette démarche-là. Alors, tout le monde va vous dire au niveau business que c'est une démarche d'avenir. Mais bon, je préfère que ce soit une démarche d'avenir dans laquelle on croit, comme ça il y aura plus de monde qui viendra. Peu importe qu'on fasse de l'argent ou pas avec, l'important c'est d'agir aujourd'hui. Et donc je suis très heureux d'apporter ma pierre à l'édifice, d'être au service des territoires et de collaborer avec des grands groupes qui permettent d'apporter toutes les solutions innovantes à ce processus. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est vrai que je me permets juste de rebondir. Il y a quand même un lien très fort entre entre vos trois structures, je pense, notamment parce que si je me permets de faire le lien, par exemple, c'est la finance qui va permettre de financer tout simplement les projets menés par Engie. Donc ça, par exemple, c'est très important. Et puis c'est l'innovation apportée par des petites ou moyennes structures comme la vôtre, Jérôme, qui permettent aussi de faire avancer la transition énergétique, notamment. Donc, je trouve qu'il y a une certaine complémentarité qui est très importante de souligner entre les trois structures. Je ne sais pas si à ce propos, vous voulez rajouter quelque chose, mais si jamais voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. On peut déjà commencer par ou lever la main, prendre la parole directement. N'hésitez pas. Oui, tout à fait, hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange avec les personnes qui seront disponibles aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à prendre directement la parole. Là, on a une session de 10-15 minutes de questions-réponses. Donc, on peut directement vous laisser la main si vous en avez parmi les participants. En attendant, je voudrais juste dire, on a la chance que le gouvernement mette les moyens. Parce que sans cela, sans les certificats d'économie d'énergie, sans tous ces... Alors, il y en a certains qui diront que c'est les artifices, mais c'est des artifices très efficaces, puisque ça permet de financer des entreprises qui vont créer des moyens de capter le carbone. Et donc, les grands groupes qui sont gros producteurs de carbone ont l'obligation d'acheter ces certificats d'économie d'énergie et donc de compenser, je dis bien de compenser via ces certificats leur consommation de carbone. Donc le gouvernement a créé vraiment des outils qui sont indispensables aujourd'hui. Sans la finance, on n'en serait pas là, hein, c'est clair. Hein. S'il n'y aurait pas ces moyens-là et ces outils-là, on n'arriverait pas à faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et pourtant, c'est vrai que ce n'est pas forcément l'image qu'on en a en premier abord de la finance, en tout cas, peut-être à tort, hein, mais c'est vrai que c'est encore dans l'idée mainstream une finance qui paraît un peu déraisonnable, une finance qui ne semble pas sensible à ces enjeux. Peut-être une première question en attendant celle des participants, qui, à mon avis, pourra rejoindre tout ce que vous avez pu dire. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment pas tomber dans ce côté révolutionnaire, pour reprendre les mots de M. Saïdan, qui nous guette tous si on parle d'environnement. Parfois, on peut très bien se dire que il faut être radical ou autre, alors que ça ne marche peut-être pas. Comment trouver le juste milieu, en commençant peut-être par Madame Nalla sur la vision d'Engie. Comment Engie a réussi à se positionner vraiment comme une société qui, certes, a une démarche proactive sur le sujet, mais qui pense quand même aussi derrière à la performance aussi à court terme quand même qu'il faut bien avoir pour fonctionner au quotidien. Oui, effectivement. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai qu'il faut éviter de tomber dans les discours trop inclusifs, dans le sens péjoratif du terme, hein, contrôler, rentrer trop dans la vie des gens, que ce soit vraiment sur un plan personnel et professionnel. Mais voilà, Engie, encore une fois, a mis sa stratégie en place, a construit une stratégie, une raison d'être qui a été co-construite par des parties prenantes internes et externes, mais avant tout par ses collaborateurs. Donc c'est pas, on n'a pas construit c'était pas limité
au niveau des dirigeants que Engie a construit sa raison d'être. Encore une fois, il faut rentrer, il faut incarner un projet dans l'entreprise. Quand on fait partie d'une entreprise, il faut incarner aussi ses valeurs. Je pense que c'est important, qu'elles soient environnementales ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, il faut être en phase avec les valeurs d'une entreprise. La nôtre, elle porte une transition énergétique vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Encore une fois, il faut concilier aussi la performance économique et un impact positif sur les personnes et la planète. Donc, encore une fois, c'est des actions globales qui amènent des actions plus personnelles aussi pour rendre un monde meilleur. Donc, dans cette perspective, en fait, c'est un processus qui consiste à rassembler l'ensemble des parties prenantes internes avec ses salariés et qui permet au plus grand nombre d'exprimer ensuite sa vision du rôle qu'elle doit remplir, l'entreprise doit remplir, et ce qui rend nos métiers passionnants parce qu'on a un impact justement sur l'environnement, la société et pour les générations futures aussi. Mais notre rôle en tant qu'employeur, ça ne s'arrête pas là non plus, c'est aussi de proposer une réponse à nos parties prenantes, dont vous étudiants, hein, que ce soit individuel ou collectif, parce que vous faites partie, par exemple en tant qu'étudiant ou peut-être futur acteur ou salarié d'Engie, mais surtout en tant que garant d'une génération future. Il est fondamental aujourd'hui, comme je vous disais, il y a un lien entre un projet d'entreprise, une raison d'être, une organisation, mais il est fondamental de poursuivre cet alignement au-delà d'une organisation, d'une entreprise, à travers nos comportements de tous les jours, en diminuant notre consommation d'énergie, en limitant au maximum les gaspillages, en améliorant notre efficacité énergétique ou à faire évoluer les comportements de consommation en vue d'apporter une réponse à la fois économique, mais aussi sociale et sociétale aux enjeux environnement de notre planète. Mais, et c'est vrai que là, on aborde la fonction de la finance, mais puis j'y reviendrai plus tard aussi au moment opportun, mais il y a aussi plusieurs autres professions, métiers où la RSE est très impactante au quotidien et dans les objectifs professionnels ou pour pouvoir en tout cas faire partie de cette organisation. Les objectifs ne sont pas que financiers, quelle que soit que ce soit une direction de la communication, que ce soit une direction de la finance, les RH. Encore une fois, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est aujourd'hui, j'estime que les métiers, quels qu'ils soient, doivent faire partie de cette transition, de cette conscience environnementale pour pouvoir contribuer et construire un monde meilleur. Merci beaucoup. Est-ce que des personnes ont peut-être des réactions parmi les participants sur ce qui vient d'être dit? Une première question pour animer un petit peu les échanges. On peut vous laisser la main, soit directement à l'oral, prenez la parole, ou bien dans le chat. Moi, je vais juste je me permettre parce qu'il n'y a pas encore de questions. Je trouve ça très intéressant parce que je parle beaucoup, mon quotidien, c'est de parler avec les écoles. Et c'est vrai que les écoles, depuis quelques années, mais là, ça s'intensifie extrêmement ces derniers mois, on va dire. C'est vrai que nous, Engie, c'est aussi notre cœur de métier, c'est l'énergie. Voilà, on est un peu pionnier, même avec notre raison d'être, qu'on construit. C'est un projet d'entreprise qu'on a entamé depuis de nombreuses années. Mais là, je trouve tellement intéressant que toutes ces parties prenantes s'allient finalement vers cette transition. Et en parlant de plus en plus, plus je parle avec les écoles, pour pas les citer, mais je parlais avec l'ESSEC encore il y a 15 jours, Polytechnique, toutes les grandes écoles, en tout cas, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'elles revoient aussi leur stratégie, comme vous le mentionnez, Monsieur Saïdan, sur cette transition. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un engouement un peu plus global, que ce soit les écoles, mais aussi, je suis très heureuse aussi, Brahim, de voir, et Salomé, que malgré tout, ça descend même au niveau des juniors entreprises, qui est un organe, à mon sens, d'influence très, très fort, en plus, auprès des étudiants notamment.
Et voilà, c'est toutes ces organisations, enfin, au même titre, hein, Monsieur Ribeiro, hein, avec votre activité, enfin, enfin voilà, en tout cas, je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que et les écoles, et enfin voilà, c'est un sujet. Hier, on a mis en place un événement, on a eu 1600 sur ce sujet-là de la transition énergétique. On a eu plus de 1600 connectés étudiants. Ça montre quand même qu'il y a un intérêt, qu'il soit personnel, qu'il soit dans une démarche peut-être un peu plus pas encore professionnelle, mais engageante en tout cas, et engagée avant tout, pour ensuite construire une carrière dans ce sens-là qui fait partie. C'est vrai qu'à l'époque, on a des métiers, c'est peut-être des passions, et on n'a pas forcément cette vision, cette visibilité un peu plus globale de l'environnement. Donc on se plonge plus vers une passion ou une recherche de compétences ou d'expertise, mais sans prendre en compte tous ces aspects environnementaux. Et là, j'ai l'impression, c'est vrai on se dit, c'est vraiment quel est le lien entre la finance et l'environnement? Enfin, voilà, et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des pensées très, très, très grandes, très larges, qui nous conduit tous à être acteurs de notre quotidien d'un point de vue personnel, professionnel, étudiante. Et ça, je suis vraiment ravie. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de cette masterclass qui est très intéressante. Il y a une question, je vous laisse reprendre la main, Brahim. Ouais, merci beaucoup, Sana. Effectivement, on a une première question. Alors, je pense qu'elle est un peu plus adressée à vous, Monsieur Saïdan. On nous demande en fait quelle est des précisions sur la finance durable. Pour la personne qui pose la question, la partie finance renvoie à la partie économique croissance d'une entreprise ou d'un pays, alors que la partie durable nous dit que la croissance économique d'une entité est en lien direct avec le poids CO2 équivalent émis par cette même entité. Elle précise également que pour elle, ces deux termes sont antinomiques. Donc, est-ce que vous pouvez éventuellement l'aider? Voilà, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est exactement le mot, l'expression utilisée par mon éditeur, donc en 2010-2011, lorsque on a sorti l'ouvrage La finance durable. Et il disait dans sa note, on a affaire à deux concepts antinomiques qui vont être finalement conciliés dans cet ouvrage. Alors, comment on va les concilier? Il y a plusieurs voies et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sana et aussi Jérôme pour préciser quelques-unes. D'abord, on parle d'ESG. D'accord? Donc, 2SG, ça veut dire l'environnement, la société et la gouvernance. Ça veut dire cette affaire de durable, c'est pas simplement une affaire de petits oiseaux et de petites fleurs. Bien sûr, c'est très important. Et donc, il y a, je crois, un mot qui a été utilisé, un qualificatif par Jérôme, il disait extrême ou et Sana disait exclusif. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas simplement s'appesantir sur le E. Il y a le S et le G. Et j'aimerais vous en dire un mot. Je ne suis pas un spécialiste d'écologie, mais lorsque je parle de S et de G, moi, ça m'interpelle. Qu'est-ce qu'il y a dans le S? Il y a la société. Il y a ce que vous essayez de faire au sein de votre association, l'humain, l'humanitaire, la démocratie, la dignité humaine. C'est très important. Lorsqu'on parle de finance durable, c'est une finance qui se conjugue au pluriel. Lorsqu'on parle de développement durable, c'est au pluriel. Il y a certes l'écologie, mais il y a aussi le sociétal, l'humanitaire, l'humain et la dignité humaine. Je vous en dirai un mot à propos de démocratie. Troisième lettre, le G, la gouvernance. La gouvernance, c'est hyper important. Comment nos entreprises s'engagent-elles? Comment fonctionnent-elles? Je suis désolé de vous annoncer que nous sommes encore face à des problèmes très importants que vous connaissez. Hein. Le diagnostic, vous le faites vous-même. Il y a encore des conflits d'intérêts au sein de nos conseils. Il y a encore un manque de transparence hallucinant. Il y a encore un problème de traçabilité et j'en passe. Donc, la durabilité, c'est quelque chose de très large. Il ne faut pas simplement se focaliser sur le E, l'environnement. Certes, il est fondamental. Hein. On ne peut pas, si vous voulez, une main seule ne peut pas applaudir. On a besoin ici de trois mains. Hein. Voilà. Alors, juste sur le S. Le S, c'est très important et j'aimerais vous inviter à cette réflexion.
d'ailleurs que nous sommes en train de mener dans un petit article que je vous enverrai si vous voulez, on partagera. Nous sommes dans des démocraties. Voilà. Moi, je suis d'origine africaine. Par exemple, je vois dans mon pays d'origine que nous avons adopté la démocratie. C'est formidable. Il y a un désordre pas possible au niveau des entreprises. Ça veut dire que la démocratie n'a pas su se décliner au niveau de l'organisation des entreprises. Et la démocratie au sein des entreprises, c'est la RSE. C'est l'implémentation de la RSE. Ça veut dire donner la parole aux parties prenantes. Donc, vous voyez, je parle de mon pays d'origine, mais on peut parler des pays développés. C'est la même chose. Y a-t-il vraiment une démocratie au niveau des entreprises? Vous voyez, ce sont de vraies interrogations. Donc, si on veut vraiment implémenter la RSE et la vivre au quotidien comme il se doit, il faut que cette démocratie sorte de la dimension politique et puisse irriguer l'organisation de nos entreprises. Alors, vous allez me dire, oui, c'est peut-être naïf parce que là, pensez aux petites fleurs, aux petits oiseaux, etc. Et la rentabilité financière. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose, la rentabilité financière et les indicateurs financiers, hein, le ROE, le ROA, le résultat net, etc., doivent être couplés aussi à des indicateurs extra-financiers. Pourquoi? Parce que vous, génération actuelle et vos enfants futurs vont de plus en plus sanctionner ces entreprises qui ne tiennent pas compte de la performance globale, performance financière, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire financière et extra-financière. Ça veut dire le marché va sanctionner, il commence à le faire, à sanctionner celles qui sont autistes et qui n'intègrent pas la dimension extra-financière. Donc, il nous faut ces instruments, c'est ce que nous sommes en train de construire. Par exemple, dans nos travaux de recherche, on peut partager ça aussi. Hein, voilà. Donc, ça c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nouveau tableau de bord que nous devons mettre en place. Celui qu'on a, il date du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est exactement comme si on roulait dans une voiture qui indique si vous voulez, qui indique une vitesse de 110 et on se fait arrêter par les gendarmes et en fait on roule à 250. La vitesse actuelle indiquée n'est pas la vraie vitesse. On est en sur-régime. Hein. Voilà. Et donc, c'est notre tableau de bord, le tableau de bord de nos entreprises, de nos dirigeants, de notre comptabilité nationale. Et c'est pour cela qu'on parle aussi du reporting intégré. Désormais, le reporting intégré, ça veut dire à côté du financier, il faut intégrer l'extra-financier hein, pour sortir de notre autisme. Pardonnez-moi, j'ai été peut-être un peu long, mais c'est très important. Merci Sana de m'avoir tendu la perche. Merci beaucoup. Jérôme, tu as un petit mot par rapport à ça avant qu'on passe à la prochaine partie? Tu voudrais réagir à quelque chose qui a été dit? Pardon, il y a une autre question après, juste. Bah juste après la question. Alors, je te laisse d'abord réagir, Jérôme. Je trouve que il a raison, les indicateurs ont changé. Alors la Covid, je répète, mais elle nous a fait prendre conscience de plein de choses. Hier, c'était la performance à tout prix dans les entreprises. Aujourd'hui, on est dans la bienveillance les uns les autres. On n'est plus dans la performance, on est dans l'humain. Et je suis très heureux parce que ça a toujours été mon leitmotiv, l'humanité. Alors, je dis l'humanité, mais c'est les femmes et les hommes qui composent les entreprises. C'est uniquement grâce à ces personnes que l'entreprise sera performante. Auparavant, les seuls indicateurs, c'était les performances économiques, les résultats ou les fonds de roulement, etc. Aujourd'hui, il y a d'autres indicateurs et c'est très bien. C'est super bien pour la planète, c'est super bien pour nous tous. Il y a des mots qui m'ont plu, hein. On parle de passion, de projet, qu'a dit Sana. C'est exactement ça. Et les mentalités évoluent aussi, votre génération, les millennials. Vous êtes dans des projets, vous êtes dans l'humanité, vous êtes dans la passion. On n'est plus dans les systèmes datant où on rentrait dans une société, on restait 40 ans. On rentre dans des projets aujourd'hui. Et c'est les projets qui font avancer les entreprises. Et si les entreprises n'évoluent pas en proposant de nouveaux projets à chaque fois qui font battre nos cœurs, on stagnera. Et donc, les indicateurs de performance évoluent et j'en suis très heureux parce qu'aujourd'hui, on est dans l'environnemental, on est dans l'humain et c'est deux facteurs qui sont indispensables. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être effectivement maintenant rapidement évoquer la question avant de passer à la deuxième partie.
Est-ce que finalement, après tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on peut vraiment espérer à long terme que la responsabilité de l'entreprise, ce ne sera plus uniquement de faire des profits? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce qu'on va être déprimé après l'appel? Ou est-ce que fondamentalement, vous êtes certain que ça va être possible? Et là, je peux vous inviter tous à dire un petit mot très court, s'il vous plaît, comme ça on passe à la deuxième partie. Bon, moi, j'en suis certain. Je viens un peu de répondre à la question tout à l'heure. Aujourd'hui, l'humain et tout ce qui est sociétal et tout ce qui est environnemental ont pris un poids énorme. Et je crois en l'humain, je crois en sa façon de s'adapter. Et on est dans l'adaptation de nouveaux indicateurs, d'une nouvelle méthodologie et d'une nouvelle performance aussi, parce que la performance, on la verra plus de la même façon, on la verra d'une façon en 360. Hein. Il n'y aura plus que l'aspect bas de page avec le bénéfice, mais c'est un tout. Si les gens se sentent heureux dans l'entreprise, ce sera un indicateur de performance. Si l'entreprise a participé à son environnement, ce sera un indicateur de performance. Donc je suis certain, et en tous les cas j'y veille au quotidien, qu'on est sur la bonne voie. Alors moi, si je peux, pardon, vous m'entendez? Ouais. Si je peux me permettre effectivement de compléter, effectivement, enfin c'est, les entreprises sont là effectivement pour faire du profit parce que voilà, c'est en tout cas quand c'est pas à but non lucratif, on est une entreprise, son objectif numéro 1, c'est faire effectivement du profit pour faire marcher son activité. On va pas se leurrer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que in fine, je pense que moi, ce n'est pas uniquement, ça sera plus un objectif prioritaire parce qu'encore une fois, comme vous venez de le mentionner, c'est important que les collaborateurs puissent se sentir impliqués, puissent apporter aussi leur personnalité, leurs idées pour révéler et s'épanouir, qui font partie des critères de performance. Parce que c'est vrai que, moi, je préfère plus parler de performance que de profit ou d'économie. Voilà, moi je partage totalement votre réponse que vous venez d'évoquer parce que voilà, et ça fait partie, nous dans notre entreprise par exemple, on met en place des enquêtes et ça fait partie des critères, des critères extra-financiers pour pouvoir ensuite monter, reconstruire peut-être une autre, réajuster une stratégie. Donc voilà, on ne peut pas nier non plus que la motivation des gens, le bien-être au travail, l'épanouissement, tout ça maintenant c'est des leitmotivs. Et aujourd'hui c'est vrai que ces jeunes générations, pour avoir beaucoup échangé avec eux aussi, hein, voilà, les drivers d'hier ne sont plus celui d'aujourd'hui, elles seront encore moins les mêmes que ceux de demain. Comme je disais, avant, on cherchait, c'était, voilà, c'est... Et puis en plus, il y a aussi peut-être un critère qu'il faut prendre en considération, c'est que les jeunes aujourd'hui font des choix, font leurs propres choix. Avant, c'était des recommandations des parents, ou bien il fallait suivre des exemples, et on nous laissait pas forcément, je m'inclus, hein, parce que je fais plus partie de la jeune génération, mais on nous laissait pas tant le choix d'émettre nos convictions, une raison d'être dont j'évoquais tout à l'heure aussi. Donc voilà, il fallait faire des études, avoir un travail pour gagner beaucoup d'argent. C'était peut-être construire une carrière, mais dans le but peut-être avoir du pouvoir aussi. Mais les drivers des jeunes d'avant, quand on intégrait une grande école comme la vôtre, c'était plus dans un esprit plus carriériste que de projet de sens de vie, d'une quête de sens de vie. Là, aujourd'hui, les drivers se sont totalement inversés. Il y a un inversement de paradigme sur cette quête de sens. Donc voilà, je l'espère, en tout cas, on y croit tous que la finalité ne sera pas un profit financier plus que les autres. Je vous laisse la parole. Je me permets de rebondir même là-dessus. C'est vrai que je pense qu'en tant qu'étudiant, je peux le dire aujourd'hui. J'espère aussi sincèrement que c'est pas uniquement le fin mot de l'histoire des entreprises. Ce serait dommage. Et c'est vrai que dans ce sens, on a parfois l'impression, en tout cas, que les actionnaires vont à contresens. Si je reprends quand même l'exemple de Danone, quand même, qui est assez récent,
Je tiens à le mentionner, c'est quand même un peu triste, par exemple, ce qui s'est passé récemment. Et j'espère que dans les prochains temps, on se rendra compte que c'est pas vers ça qu'il faut évoluer, tout simplement, et que la société a besoin d'un changement et ça ne veut pas forcément dire que profit et impact positif ne vont pas ensemble, selon moi. Je me permets, hein, pardon. Mais je pense que c'est important, en tout cas, de rebondir sur l'exemple, voilà, comme c'est en train d'être cité en commentaire. Danone et fait office d'exemple, et j'espère que ça ne se reproduira pas forcément comme ça dans les prochains temps. Voilà. Brian, si tu veux continuer. Oui, effectivement, on va entamer la transition vers la deuxième partie, mais c'est très important ce que tu viens de dire, effectivement, et tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Euh, je vais rajouter peut-être un petit élément, on pourra revenir dessus tout à l'heure, mais je pense vraiment intéressant de réfléchir sur la place de l'entreprise dans la société, parce qu'on évoque aujourd'hui cette transition vers l'impact positif. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'au départ, la société, quand elle a été créée, les révolutions industrielles, etc., elle était synonyme de progrès. Elle apportait un progrès humain, technologique, il y avait quelque chose de concret. Aujourd'hui, on a du mal à percevoir l'entreprise en tant que progrès. L'État, il n'arrive plus à nous faire rêver et à nous faire progresser sur plein d'aspects. Et il y a une espèce de manque. Et moi, ça c'est plutôt personnel aussi, c'est ce qu'on disait avec Salomé rentre par l'appel. Je suis persuadé que la nouvelle génération, peut-être aussi les juniors entreprises, j'espère, on va essayer de le faire à notre niveau déjà, bah, en se saisissant de ces enjeux, pourront déjà, eux, transformer leur propre activité, synonyme de progrès pour leurs membres, pour leur écosystème. Et demain, les managers qui passeront, par exemple, par la junior entreprise de Schema, seront à même de comprendre ces enjeux, de les implémenter dans un nouveau projet d'entreprise, dans un groupe, etc., etc. Donc, c'est très, très long comme chemin, mais on y croit. J'ai la transition idéale presque pour la deuxième partie qui sera maintenant consacrée donc aux évolutions des métiers. On a beaucoup parlé de la stratégie que vous aviez adoptée chacune et chacun. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur, finalement, pour vous, quelles sont les différentes voies qui s'offrent aux étudiants. Il va y avoir, bien sûr, la voie de l'entrepreneuriat, il va y avoir des voies, comme on l'a évoqué, de finance, mais globalement, quels conseils vous donnez aux jeunes pour s'engager? Quel premier pas faire? Est-ce que c'est dans une association? Est-ce que c'est à terme intégrer un groupe qui d'abord va vous former? Quelle est votre vision pour vous de la meilleure stratégie étudiante pour avoir un impact positif? Je peux peut-être redémarrer un cycle inversé. Je crois que c'est M. Saïdan qui n'a pas parlé encore, donc si vous voulez reprendre. Juste, pardon, en amont, je me permets de dire, n'hésitez pas si vous souhaitez évoquer au passage vos parcours personnels pour alimenter un petit peu et expliquer votre parcours tout simplement et pourquoi vous en êtes arrivé là. Voilà. Merci Brahim, merci Salomé. Donc, alors, il faudrait peut-être, avant de parler de métier, peut-être rappeler quelque chose, c'est que ça fait plus d'un quart de siècle qu'on parle de ce sujet, c'est-à-dire depuis le rapport Brundtland, 1987, où on a essayé de définir le développement durable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a communiqué, on a parlé, on a essayé de se convaincre, on a fait du greenwashing, et puis aujourd'hui, là, vous voyez, on est en train de dire comment on va implémenter. C'est ce que fait au quotidien Jérôme, c'est ce que essaye de faire Sana avec ses interlocuteurs. Comment implémenter? Comment traduire ça en métier? Alors, évidemment, il y a une prise de conscience importante. Et je crois qu'il est très important aussi d'avoir cette conviction, d'avoir, je rajouterai le mot, engagement. Parmi les conditions que j'exige, je dis à mes étudiants, ceux qui veulent intégrer le MSI, je leur dis, écoutez, il vous faut quand même un petit... Vous savez qu'ils vont être très attentifs. Oui, alors écoutez, ça sera l'occasion de préciser cela. Donc, c'est évidemment avoir un background en finance conventionnelle, parce que, encore une fois, on a besoin de ça. Mais ce qu'il faut, c'est l'engagement, la conviction, parce que nous allons partager quelque chose tous ensemble. C'est-à-dire, moi, en tant que professeur, directeur de ce MSI, je suis partie prenante, je suis acteur aussi. Donc, nous allons construire un projet professionnel ensemble. Et cet engagement est très important. Ce qui peut être, bon, je ne dirais pas se différencie des autres formations en finance standard, mais c'est important, cette croyance, cette conviction que nous allons partager. Et donc,
je dirais, à partir de là, notre réflexion n'est pas sortie d'un chapeau de magicien comme ça, c'est-à-dire que nous avons réfléchi. Je vais vous dire comment on a réfléchi sur les métiers, Brahim, puisque vous posez la question. Ces métiers, on les a réfléchis de manière collective. Habituellement, les formations, c'est du top-down, c'est-à-dire il y a un programme qui est décidé par une direction d'école, et puis voilà, on décline en métier, etc., et on vend ça au marché. Là, on a inversé. J'ai fait le choix de l'inversion, c'est-à-dire le bottom-up. Ça veut dire on a réuni les acteurs, certains, pas tous évidemment, parce que la place de Paris est vaste, mais on a réuni BPI France. On a donc le directeur RSE de BPI, Philippe Quinter, qui a été le président de notre groupe de travail. On a associé Paris Europlace, Finance Innovation, la Société française des analyses financiers, l'Observatoire de la responsabilité sociétale, la financière de l'échiquier, dont la directrice RSE n'est autre que Colline Pavot, qui était sur les bancs de l'école il y a quelques années, etc. etc. Et puis les élèves, les alumni, et puis les élèves actuels. Et puis nos profs, bien entendu, parce qu'ils vont contribuer à l'ingénierie pédagogique. Et on leur a dit, il manque un maillon dans la chaîne. Il y a quelque chose qui est en train de se forger, de se former au niveau de nos entreprises, de nos organisations. Jérôme, par exemple, certainement a besoin de collaborateurs qui collent à cet état d'esprit. Bon, donc il manque quelque chose. Essayons de réfléchir, de concevoir les skills, les compétences dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on est monté des compétences jusqu'aux matières, jusqu'aux cours. Et qui va faire le cours? Et là, on a choisi une méthode, c'est l'hybridation. C'est-à-dire, à côté d'un académique qui va donner le background, il y a un professionnel sur le même cours, ou presque tous les cours. Voyez. Et ça, c'est très important. Donc, moi, je vous parle de l'ingénierie. Hein. Donc, comment on a fait en termes d'ingénierie pédagogique? Alors, qu'est-ce qui est sorti de cet exercice? Je vais vous donner un exemple, quelques exemples. Analyste RSE, ça veut dire des collaborateurs qui vont aider les directeurs RSE dans les organisations, qui soient vraiment de vrais analystes RSE. Des analystes, par exemple, c'est revenu assez souvent, d'impact investment. Hein, pour évaluer l'impact, hein, vraiment de manière très importante. C'est le conseil ESG, le conseil ESG couplé à l'intelligence artificielle, parce que la data est très importante aujourd'hui pour capter l'extra-financier, justement. Qu'est-ce qui sort aussi? Il sort des conseils experts pour les Big Four, sans les citer. Hein, dans le domaine de la RSE, parce que les Big Four s'intéressent de plus en plus et ils publient, ils sortent des analyses, etc. Vous avez des spécialistes FinTech orientés RSE, les spécialistes Green Bonds, Asset Management et Green Bonds, etc., etc. Donc, si vous voulez, les métiers sont là, ils sont concrets et ils vont être affinés au fil du temps. Grâce au conseil de perfectionnement composé par justement ces parties prenantes que nous avons associées à cette ingénierie pédagogique. Et je veux dire, ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a tout un travail qui va se faire tout le long d'un processus et on va peaufiner, affiner, mieux cibler les profils et aussi cibler ces métiers qui vont changer énormément très très vite, qui vont évoluer aussi en fonction des besoins. Merci beaucoup, Monsieur Saïdou, pardon. J'en profite également pour introduire Caroline qui vient de nous rejoindre. Alors, elle n'était pas disponible juste avant, mais elle est ingénieure donc, au sein d'Engie également. Et dans quelques instants, je vous laisse la parole, Caroline. Juste avant, je vais peut-être laisser Jérôme s'exprimer et puis on passera juste ensuite un rôle. Merci. Merci. Les métiers d'avenir, c'est une bonne question. Je pense que les métiers d'avenir, ce sont ceux que vous allez créer. La plupart des métiers n'existent pas. Moi, je crois beaucoup à l'individu, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'humain. Vous avez tous du talent. Il faut beaucoup de travail. Le secret que je vais vous donner, c'est intéressez-vous à tout. Lisez. Quand vous étudiez un sujet, maîtrisez-le. Faites en sorte que votre interlocuteur en face de vous, vous puissiez lui apporter toutes les réponses et voir des solutions. Trouver un problème, tout le monde sait le faire. En revanche, trouver la solution, c'est ce qui va vous démarquer des autres. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a vraiment besoin aussi de passion. Et vous verrez, il faut vous faire confiance. En tous les cas,
moi, je serai l'un des premiers à vous faire confiance et à vous aider à monter en compétence. Pourquoi? Parce que vous avez tous quelque chose en vous qui va faire que vous allez vous exprimer du mieux possible si vous le faites avec amour. Alors, c'est un mot peut-être utopiste, mais j'y crois beaucoup, l'amour inconditionnel, l'agapé. Et je crois que si l'on fait ce qu'on aime, on réussira toujours. En revanche, cela demande du travail. Les compétences, vous allez les acquérir au fur et à mesure. Si vous vous renseignez sur tous les sujets, si vous vous plongez à fond dans un sujet, pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. C'est essentiel. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses et forcément, vous aurez des solutions. Après, pour les métiers d'avenir, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Si on s'intéresse à tous les sujets, qu'on monte en compétences, parce que vous pouvez partir sur du commerce, puis demain partir sur la finance parce que vous allez gérer une entreprise, puis partir sur le milieu du bâtiment, du TP, parce que vous allez avoir des sujets dans ce domaine-là, et forcément, vous allez monter en compétences. Et forcément, au plus vous maîtriserez le sujet, au plus vous aurez cette connaissance-là, au plus vous aurez d'instinct et au plus vous aurez de questions, de solutions. Donc, croyez en vous, c'est l'essentiel. Travaillez, c'est indispensable. Soyez des vrais professionnels. C'est le conseil que je vous donne. Merci Jérôme. Et puis, Mhm. ah pardon, Salomé, ouais, vas-y. Non, non, j'allais juste rebondir en disant, on dit souvent qu'il faut incarner son projet. C'est peut-être ça la fin de l'histoire, peut-être, Jérôme. Ben oui, l'avenir vous appartient. Il faut vraiment que vous croyiez en vous. Vous êtes la première des valeurs d'une entreprise. Après, une entreprise, nous, on a la chance de vous avoir et de faire en sorte de vous apporter tous les outils pour que vous épanouissez et que vous apportez la richesse à l'entreprise. Et tout à l'heure, on parlait Sana a dit quelque chose de vrai. Je pense que demain, bien sûr que nous sommes à but lucratif puisque nous sommes des entreprises, mais on sera des entreprises à mission. Ça commence à venir. On sera différent avec le partage des richesses, etc. Parce que gagner beaucoup d'argent, pourquoi faire? Si on ne fait pas le bonheur autour de nous, si on ne fait pas le bonheur dans notre famille déjà, à quoi ça sert? Être le plus riche du monde, ça sert à quoi? Quand on voit le tweet de Bezos qui disait qu'est-ce que je fais de mon argent? Il a pas compris. Partage et tu verras que les gens sauront quoi faire. Il y a des malheureux de partout dans le monde, etc. On ne va pas aller sur ce sujet-là, mais voilà, il faut vraiment croire en vous. Vous êtes la première valeur d'une entreprise. Merci pour ce message. Je reprends les mots du chat. Plein de bienveillance, Jérôme. Et c'est vrai que, pour une petite anecdote, récemment, j'ai pu organiser une deuxième réunion avec le comité directeur de notre junior entreprise, qui est composé de plusieurs anciens, notamment Alexis Lecanuet, qui est aujourd'hui directeur général d'Accenture au Moyen-Orient, Alice Guillon, la directrice générale de l'école, même Nicolas Abadi, qui était à la direction générale de Danone. Et deux professeurs, comme ça je les cite tous, et il n'y a pas de jaloux aussi, Monsieur Munier, Monsieur Desbordes, qui font partie du comité directeur, et Monsieur Klein, ancien fondateur de BetClick. Comme ça, s'ils écoutent l'enregistrement, je ne serai pas pris en défaut. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que ils ont utilisé une formule qui disait que finalement, hier, on était, juste après la période Covid, sur la résilience de l'entreprise, et demain, on sera sur la résilience des talents. Et je trouve que c'est exactement ce que tu viens de dire, Jérôme, l'idée d'accompagner les talents à se saisir de ces thématiques-là. Et c'est ce qu'on a fait avec Europia aussi. On a vu que nous, étudiants, on était persuadés que l'intelligence artificielle, il fallait s'en saisir. On s'est rencontrés, on a rencontré Marco, Landy, et derrière, il y a un super projet qui est né. Et je crois fondamentalement à cette notion qui rejoint aussi l'engagement qui a été évoqué tout à l'heure. Euh, pour introduire Madame de Zutter, bienvenue. On est effectivement sur la partie donc, où chacun évoque un petit peu l'évolution des métiers. Alors nous, on est très curieux de vous accueillir parce qu'on a la chance d'avoir une alumni qui est passée par notre école de commerce et qui est ingénieure. Et je suis sûr que ça va en intriguer plus d'un dans les participants. Donc n'hésitez pas à nous donner quelques éléments de votre parcours et puis aussi à nous dire ce que vous pensez demain, ce à quoi vous pensez pour l'évolution des métiers de demain. Ok, merci beaucoup pour votre introduction et mes excuses de ne pas avoir pu vous rejoindre dès le début, mais je suis ravie de participer. Alors,
Alors, en 2 mots, mon parcours, effectivement, oui, il est un peu particulier, même au sein de Schema, puisque j'ai fait un bachelor. Alors, mes excuses, c'était il y a un certain nombre d'années, il a changé de nom entre-temps. J'ai saisi l'opportunité de mon intégration dans une université américaine pour faire un bachelor scientifique, donc à l'époque en biologie marine. Je vais papillonner un petit peu parce que j'étais ravie d'entendre Monsieur Saïdan tout à l'heure dire que les contenus pédagogiques étaient faits à la fois avec des enseignants et avec des professionnels. Parce qu'à l'époque, c'est une des choses que j'avais énormément appréciées dans mon parcours en université américaine, c'est que l'enseignement était basé sur la pratique professionnelle. Alors, les chercheurs, les enseignants en sciences étaient chercheurs, les enseignants en finance étaient directeurs financiers dans des entreprises, les enseignants en que sais-je, en langue, étaient natifs de la langue. Enfin voilà. Et donc ça, c'était une chose que j'ai énormément appréciée dans mon parcours. Donc, sur lequel je reviens. J'ai profité de mon départ du système américain qui permet beaucoup plus de souplesse que ce que ne permettait le système français de l'époque, hein, parce que bon, c'était il y a une vingtaine d'années. Et qui, si j'ai bien compris, est un peu plus proche du système français actuel, mais donc qui permettait entre les domaines principaux et les électifs de faire un peu son choix à la carte. Et donc j'ai fait un majeur scientifique et que j'ai poursuivi avec un master sciences et management de l'environnement. Donc ça, c'était mon parcours de formation. Surtout, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à poser plus de questions. J'essaye de balayer tout rapidement pour ne pas prendre trop de temps de parole. Quand j'ai cherché mon premier emploi à l'issue de ma formation, ça, je ne suis pas sûre que ça ait tant changé. Par contre, j'ai passé des entretiens où on m'a dit « Ah, bah, pour avoir un poste de cadre, c'est super, vous avez une bonne formation, mais vous n'avez pas d'expérience. Et pour un poste de technicien, ah bah oui, mais comme vous avez fait des études, tout ça, vous allez vous ennuyer, vous n'allez pas vouloir rester. » Donc, j'étais un petit peu coincée là en disant, bon, bah d'accord, mais alors, comment on l'a fait cette expérience? Donc, j'ai fait un virage assez surprenant. Moi-même, j'étais la première surprise. J'ai fait un virage, j'ai été embauchée par une SS2I. Ça aussi, ça a changé de nom, je crois, entre-temps, mais je ne connais pas le nouveau nom, qui recrutait des profils scientifiques. Grosso modo, peu importait le domaine scientifique. Donc, j'avais des collègues biologistes, agronomes, enfin voilà. Et j'ai appris la gestion de projets informatiques sur le tas. Enfin, je dois vous préciser que j'avais vraiment aucune appétence geek au départ, hein. Moi, je faisais du Office classique, voilà. Mais j'ai découvert tout un monde qui était très intéressant. Et puis, surtout, je me suis rendu compte que ce monde de l'informatique était derrière tout le reste des projets de tous les métiers possibles. Aujourd'hui, il y a des projets informatiques associés à tous les métiers. Donc, expérience très intéressante. Je ne vous cache pas, hein, quand j'ai pris le poste, je me suis dit, bon, je vais faire ça pendant que je cherche un vrai métier. Voilà. Et j'y suis restée 6 ans. Parce que c'était vraiment très intéressant. Et puis j'ai eu, au bout de ces 6 ans, je me suis dit: «Bon d'accord, c'était bien et tout, je repartirais bien quand même vers mon métier de cœur», parce que j'avais très envie de le faire quand même. C'est pas pour rien que j'ai fait toutes ces études. Et donc j'étais chez Engie, mais dans une direction système d'information à l'époque. Et ben, j'en ai parlé autour de moi, tous les collègues que je croisais en formation, à la cantine, enfin voilà. Et j'ai eu, grâce à ça, un entretien à la direction de la recherche d'Engie, où je suis arrivée avec mon CV un peu
particulier, mais bon. Et ça a fonctionné parce que j'avais un peu les bases et puis j'apportais des choses nouvelles. Par exemple, dans l'équipe de chercheurs, des gens qui savaient comment ça marchait un projet informatique, il n'y en avait pas. Et quand il fallait parler avec l'équipe IT d'Engie, tout le monde était un petit peu bien embêté, on ne parlait pas le même langage. Donc finalement, ce que moi, j'avais considéré comme un peu un parcours hors du chemin, s'est avéré être un atout parce que ça faisait de moi quelqu'un avec une compétence supplémentaire. Et depuis, je suis toujours à la direction de la recherche et en charge des projets liés à la biodiversité. Donc, en plein dans les sujets environnement d'Engie, dans un lab, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, qui s'appelle Environnement et Société, donc où on adresse des problématiques environnementales et sociétales. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la parole à tout le monde et puis sur les métiers de plus tard, je referai une autre intervention éventuellement. Merci beaucoup, Caroline. Je me permets juste avant de donner la parole à Sana donc, pour cette vision un peu plus futuriste sur les métiers de demain. Vous parlez, et notamment M. Saïdan en a parlé tout à l'heure, d'hybridation. En fait, finalement, ce qui ressort de votre parcours, c'est une sorte d'hybridation des compétences. Je pense que, Brahim, je m'avance un petit peu, c'est quelque chose que vous avez à terme pour ambition de développer au sein de la JE. Donc, je crois que c'est quand même une notion assez importante aujourd'hui. C'est vrai qu'on nous parlait, nous, en tant qu'étudiants avant, il faut se spécialiser essentiellement dans une matière, être professionnel, mais j'ai l'impression, vous me direz si j'ai tort, que finalement, l'hybridation des compétences, avoir effectivement cet aspect management et pourquoi pas cet aspect ingénieur, par exemple, pour votre cas, Caroline, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important et finalement un atout, alors qu'avant, on considérait ça plutôt comme sortir des sentiers battus, ça plaisait pas trop. Voilà. Je vous laisse la parole, Sana, si vous voulez rebondir dessus et nous présenter votre vision des choses. Alors, moi, ma vision des choses, alors déjà, moi, je pense que le plus important, c'était d'avoir une prise de conscience sur un monde qui s'était dégradé. Même si ça a pris des décennies, le plus important, c'était d'avoir une prise de conscience que, et en plus à tous les niveaux, du gouvernement jusqu'à l'étudiant, que nous devions agir et transformer ce monde, et transformer les métiers, et transformer notre manière de vivre tout simplement. Chez Engie, on souhaite agir aujourd'hui et effectivement, donc, dans notre groupe, on donne aux collaborateurs les moyens d'agir, de s'impliquer et d'apporter leur personnalité et leurs idées pour se révéler et s'épanouir. Et le groupe, justement, il encourage, comme vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, la créativité de chacun et on croit en la collaboration de tous pour mener à bien le sujet essentiel quand même qui est la transition vers un monde neutre en carbone à travers les 4 métiers stratégiques que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et travailler chez Engie, donc on a mis en place là, une nouvelle stratégie de marque employeur. Travailler chez Engie maintenant, c'est un acte fort, c'est un véritable pacte. Voilà, c'est vraiment le nouveau concept, on peut mettre le mot que vous voulez. Voilà, c'est un pacte entre nous, c'est avec les talents d'aujourd'hui et de demain. Et donc, c'est défendre aussi un nouveau modèle de société qui concilie les performances économiques, le progrès humain aussi et le respect de l'environnement, sans jamais renoncer à un quotidien qui crée du sens, que ce soit pour la neutralité carbone, parce que c'est une réalité, mais aussi, comme vous disiez Jérôme, vers quelque chose qui vous donne du sens aussi à vous. En développant de nouvelles manières de produire ou de s'épanouir aussi. Et c'est en ouvrant la voie de l'engagement, qui va au-delà de l'énergie d'ailleurs, pour des changements réels et positifs, et en profondeur pour notre société, qu'on y trouvera ce qu'on recherche finalement. Et c'est par la force du collectif, encore une fois, et le pouvoir de l'union pour faire avancer les initiatives à un pacte positif et créer un futur audacieux, durable et inclusif. Parce que, voilà, on ne vit pas dans un monde de oui-oui. Et effectivement, on se tourne quand même à un futur où on a un objectif très audacieux. Et quand on se crée, il faut se donner quand même les moyens de nos ambitions. Et quand on crée un futur audacieux, il faut déjà nous-mêmes être audacieux. Donc voilà, c'est en valorisant aussi les personnalités, les idées de chacun,
partout au quotidien pour passer l'idée à l'action. Voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous préciser. Et pour en revenir au métier, bah oui, il en existe plusieurs, de nombreux métiers. Bon, là, je m'adresse quand même à un public école de commerce, donc je vais écarter quand même, puis on vient d'avoir un beau témoignage, mais je vais écarter les ingénieurs, même si c'est un sujet qui est, pour nous, c'est une priorité, et c'est un sujet très généraliste aussi, mais très important. Mais là, voilà, il existe de nombreux métiers qui ont un impact positif pour l'entreprise et qui répondent aux objectifs de ce qu'on appelle communément la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, vous le savez tous maintenant. Et c'est la prise en compte par les entreprises des enjeux sociétaux, environnementaux et éthiques dans leurs activités. Donc, les métiers de la RSE sont très variés et de plus en plus représentés dans les entreprises, mais aussi on a beaucoup de fonctions dont la RSE a un gros impact, notamment les ressources humaines, pour ne pas citer celui que je connais le moins, mais les ressources humaines, ça représente un pilier de la RSE sur tous les aspects sociaux de l'entreprise. Donc voilà, c'est l'activité de l'entreprise qui prend en charge les sujets de la diversité, de la mixité, du handicap, pour promouvoir notamment l'égalité et l'inclusion. Donc voilà, les ressources humaines, elles doivent également s'assurer qu'aucune discrimination n'est appliquée, que ce soit dans les recrutements ou autres, hein, dans n'importe quel quotidien dans le monde du travail. Et doit avoir aussi une politique, notamment de rémunération aussi, ça s'instrumentalise aussi par là, qui soit juste, ou encore un dialogue social qui soit bien implémenté. On a aussi des fonctions comme les achats. Les achats dans une entreprise, c'est très concerné par la RSE. Un responsable des achats, il doit s'assurer, par exemple, quand il monte un appel d'offres, que les fournisseurs avec lesquels il contractualise ou d'un projet de contractualiser, respectent les normes environnementales ou même sociales qui sont définies par l'entreprise et des normes aussi réglementaires. Donc ça passe par exemple par la traçabilité des matériaux, et leur éco-responsabilité, par la priorisation des fournisseurs locaux ou encore l'assurance que les conditions de travail pour les employés de ces fournisseurs soient conformes. Voilà, tout ça, c'est des valeurs qui incarnent une transition, une transition, mais qui font partir des critères qui ne sont plus aujourd'hui à déroger. On a les métiers financiers, et je parle sous contrôle de M. Saïdan, mais bien que les métiers financiers souvent une image dissociée de la RSE. Ils peuvent être aussi prolifiques sur l'environnement et le développement durable. Donc que ce soit une banque d'investissement ou un service d'investissement dans une entreprise, un financement responsable, il doit prendre en compte aussi différents critères liés à la RSE avant d'être opéré. Un gestionnaire de fonds, il a un impact, il va conseiller et il va mesurer la rentabilité financière d'un projet, mais également l'impact positif qui est généré socialement ou pour l'environnement. On a aussi les métiers de la communication. La communication, elle doit pouvoir aussi s'adapter aux nouveaux enjeux de la RSE. Ça passe par l'adoption des méthodes de format de communication qui sont plus respectueux de l'environnement, mais aussi par le développement des nouvelles techniques de communication. On a des petits experts de la communication dans la discussion aujourd'hui, hein, qui peuvent prendre aussi la parole, mais voilà, l'environnement, en tout cas, la direction de la communication doit s'approprier de nouvelles techniques de communication qui sont dédiées à la mise en avant du développement durable dans une entreprise. Et il y a aussi l'ingénierie, et je vais terminer par ça. L'ingénierie, c'est un domaine qui vous concerne moins, encore une fois, mais omniprésent dans l'application opérationnelle de la RSE. Il existe un panel de métiers principalement dédiés à la mise en œuvre des actions environnementales comme l'efficacité énergétique, le développement des bâtiments intelligents, des smart cities, la mobilité durable, et j'en passe. Donc voilà, moi c'était ma vision, c'est là que je vous partage des métiers de demain, d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui doivent commencer aujourd'hui, même je pense qu'ils ont même commencé hier. Hein. Effectivement, oui. Merci beaucoup en tout cas, Sana. Peut-être Caroline, en quelques mots, parce qu'on est quand même on a quand même empiété un peu sur la troisième partie. Si vous voulez nous parler de l'évolution des métiers d'ingénieurs
Je vous laisse y aller peut-être voilà, en quelques mots. Merci. Oui, alors en complément de ce que disait Sana, moi je pense que un impact positif, il y a plus aucun métier aujourd'hui dans lequel on ne peut pas avoir un impact positif. C'est possible partout. Les ingénieurs travaillent, quel que soit leur domaine d'expertise, dans ce contexte de transition écologique. Quand on travaille sur les services à l'énergie, on cherche à aller vers les économies d'énergie. Quand on travaille avec nos collègues éclairagistes, on travaille sur la pollution lumineuse. Quand on travaille avec les collègues qui sont chefs de site sur des sites industriels lourds, on travaille sur la gestion écologique de leurs espaces verts. Quand on travaille avec les collègues qui sont dans la production d'énergie, ils sont en permanence en train d'essayer d'évaluer et de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. On travaille avec les collègues sur les gaz du futur, on va dire, comme l'hydrogène ou les biogaz. Eux aussi sont très concernés par leur chaîne d'approvisionnement et également par leurs émissions de gaz à effet de serre. Enfin, quel que soit le sujet technique, on peut avoir un impact positif parce que la question se pose désormais partout. Et quel que soit le métier qu'on exerce, qu'on soit technicien, qu'on soit ingénieur, qu'on soit manager, on est concerné par ces questions-là. Aujourd'hui, les comités d'engagement pour les investissements à tous les niveaux, que ce soit les investissements majeurs d'Engie, quand on parle en millions d'euros, ou de plus petits investissements en dizaines de milliers d'euros, il y a cette dimension qui intervient. On est interpellé quand on présente un projet par le comité d'engagement en disant et la dimension environnementale et la dimension sociale. Donc, je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les différents métiers. Le sujet de la transition écologique, il est partout. On peut avoir une influence dessus, quelle que soit sa position dans l'entreprise. On peut être celui qui propose les idées, on peut être celui qui donne le financement pour tester des nouvelles façons de faire. On peut être celui qui donne la stratégie de l'entreprise et à tous ces niveaux-là, on a une influence énorme sur ce que va devenir l'entreprise, ce que vont devenir les métiers. Et je voulais juste revenir pendant que j'ai la parole sur ce que tu disais sur l'hybridation. Je pense que ce qui est important, c'est ni d'un côté ni de l'autre de tomber dans l'homogénéité des profils, en fait. On peut avoir envie d'être à la fois ingénieur et manager, on peut avoir envie d'être que ingénieur, on peut avoir envie d'être que manager, on peut avoir envie d'être ce qu'on veut, et ce qui est important, c'est que les équipes soient formées d'une diversité de profils. Voilà, il ne faut pas que tout le monde soit que manager, mais il ne faut pas non plus que tout le monde ait envie d'être à la fois manager-ingénieur, parce qu'il faut aussi des profils qui soient très experts, et on est tous des êtres humains, donc au bout d'un moment, c'est compliqué de tout faire en même temps. Donc, il faut une diversité de profils partout, et encore une fois, à tous les niveaux de toutes les entités, d'ailleurs, pas que les entreprises, hein, je pense de toutes les institutions, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup pour vos beaux témoignages sur cette deuxième partie. On arrive donc à la dernière partie de cette masterclass. Avant ça, on va passer à une petite phase de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas. Ça peut être l'occasion de rebondir sur un élément en particulier, du parcours personnel des intervenants jusqu'à un projet que vous-même vous aimeriez lancer, vous ne savez pas comment faire. Surtout, n'hésitez pas, que ce soit assez libre. Vous pouvez même prendre la parole avec le micro sur les éléments qui ont été évoqués jusqu'à présent. Alors, je vois qu'il y a une première question. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. Pour parler concrètement des études à entreprendre, selon vous, comment faut-il se spécialiser au mieux afin de faire valoir des compétences solides dans le secteur du développement durable lorsqu'on entre sur le marché de l'emploi? Par exemple, à Schema, outre le master Sustainable Finance ou bien le track Innovation Durable, est-ce qu'il y a d'autres masters spécialisés qui permettent d'atteindre ce secteur-là? Ou bien il faut se compléter sa formation à côté, dans des stages, dans des associations comme Hope. Qu'en pensez-vous?
Moi, je peux te donner un premier niveau de réponse puisque je recrute des doctorants ou des stagiaires en Master 2. L'expérience que vous allez acquérir dans vos stages et dans vos activités extrascolaires est très importante. C'est bien que votre master vous apporte les bases, soit théoriques, soit scientifiques, ou enfin, indépendamment du master que vous faites. C'est bien que les bases soient cohérentes avec votre projet, parce que ça aussi, c'est important quand on reçoit des candidats, qu'il y ait quand même une cohérence dans le projet d'ensemble. Mais comment vous les avez mises en pratique, ces connaissances un peu théoriques, ça va énormément jouer. Quand on reçoit un candidat qui nous dit en stage de Master 1, j'ai choisi d'aller à tel endroit parce que c'était ça qui m'intéressait, j'ai développé telle compétence. En stage de Master 2, j'ai fait tel choix parce que c'était ça que je voulais développer comme compétence et voilà ce que j'ai développé. Ça, c'est très, très important. Donc, je pense que c'est important le choix de votre master, mais c'est très, très important. Soit les associations dans lesquelles vous engagez, soit les stages que vous arrivez à faire, et toutes les expériences se valorisent. Je voudrais rajouter quelque chose. Aujourd'hui, vous avez le repère des diplômes. Écoutez l'actualité, renseignez-vous et différenciez-vous des autres. Essayez d'apporter des solutions aux entreprises. Vous entendez un sujet, vous connaissez une entreprise qui travaille sur ce domaine-là, présentez-vous en tant que trouveur de solutions. Voilà, je pense à ça. Innovez, différenciez-vous, c'est vachement important. Donc, c'est pas que les diplômes qui vont vous faire que, bien sûr, c'est l'un de vos repères aujourd'hui, mais innovez. Faites en sorte que vous soyez indispensable demain. Et là, si vous apportez des solutions, moi, le premier, je prendrai la personne qui m'apportera des solutions. N'essayez pas de trouver des problèmes, tout le monde les trouve, comme je disais tout à l'heure. Soyez innovants, et ça, c'est la base. N'attendez pas des autres, d'un diplôme ou autre. Faites les choses, vous, trouvez des solutions, et là, vous démarquerez des autres, et bien sûr, après, les dirigeants vont vous regarder de très, très, très près. Merci. Est-ce que Monsieur Saïdan ou Madame Nalla, vous voulez compléter sur ce qui a été dit ou peut-être pas? Moi, je vais juste, je vais essayer de faire rapide, mais c'est vrai que c'est important d'avoir, enfin, quand on est jeune, on prépare des diplômes. Le diplôme a une importance, certes, ça apporte de la connaissance, ça apporte du savoir, et c'est des compétences qu'on ne peut pas avoir uniquement. Enfin, un autodidacte en entreprise, il aura toujours des lacunes parce qu'il a manqué les bancs d'une école pour avoir ces skills-là. Après, c'est vrai que ce qui fait la différence en recrutement, par exemple, sur un jeune DIP, sur un jeune diplômé, c'est l'expérience qu'il aura vécue dans une entreprise de par les stages, même l'engagement associatif. Moi, j'ai pris mon dernier alternant parce qu'il était très engagé sur ces associations. Il a fait des voyages humanitaires. Je l'ai pris quasiment uniquement sur ce critère-là parce que déjà, ça m'a montré une partie de sa personnalité. Et bon, de toutes les façons, on estime que quelqu'un, un jeune qui a passé tel diplôme dans telle école, il est intelligent. Voilà. Maintenant, c'est comment mettre intelligence au profit d'une entreprise. C'est ce qui peut faire la différence dans une sélection de recrutement. C'est oui, la pratique, l'expérience, et aussi, c'est pour ça que l'engagement associatif Ambre, que vous avez bien spécifié, je pense que c'est aussi important que les stages et en entreprise, que ce soit en alternance même, en apprentissage ou pas. Peut-être un mot sur le fait que aucun choix n'est définitif et aucun choix n'est rédhibitoire. Donc, ne vous dites pas que le choix du master que vous allez faire va conditionner tout le reste de votre vie, parce que ce n'est pas le cas. Mon exemple n'est pas extraordinaire. Autour de moi, je suis entourée de collègues qui ont fait des reconversions ou qui ont fait des petits changements de route d'un côté ou de l'autre. Donc, certes, c'est important, le diplôme que vous allez avoir, c'est ça les connaissances qu'il va vous donner, mais
Mais dans votre projet, enfin, je rejoins ce qui est dit tout à l'heure, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui est fort, et que un jour dans votre carrière, vous vous rendez compte que ah mince, il aurait fallu faire, et ben, il sera toujours, enfin, c'est toujours faisable, c'est toujours rattrapable si ça se joue que à ça. Moi, je rebondis sur ce que je me permets, Salomé et Brahim, je me rebondis sur ce que tu dis, Caroline. C'est vrai que nous, on a des départements de mobilité interne, mais moi, pour vous évoquer juste mon petit cas personnel en 2 mots, si j'y arrive, c'est que moi aussi, j'ai fait de la réorientation, j'ai été juriste. Alors, j'ai commencé par faire du contrôle de gestion, puis j'ai été juriste et j'ai intégré les RH depuis 10 ans maintenant, et tout en étant en plus accompagné par l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas, enfin moi je soutiens vraiment ce que dit Caroline, c'est pas incompatible, c'est pas impossible. Et à un moment donné, il y a peut-être un plafond de verre, mais pas forcément, le plafond de verre, parce que il manque. Alors moi j'ai commencé par faire la fac, et on m'a dit mais t'as fait que la fac pour avoir un poste à responsabilité. Et ben ça m'a pas empêché de retourner sur les bancs d'une école et puis enfin vraiment ça m'a appris. On a beau dire c'est des clichés, on est en France, voilà, les diplômes, les écoles, etc. Non, moi ça m'a beaucoup et puis ça date d'il y a 3 ans, mais ça m'a beaucoup appris. Au bout de 15 ans, je pense que constamment c'est important de se former, d'apprendre, parce que la théorie et la pratique, c'est vraiment 2 choses distinctes qui sont complémentaires. Et encore une fois, on peut pas enlever que ce soit les diplômes, en tout cas la formation, l'enseignement, que sur un diplômé qui n'a jamais travaillé pour une entreprise n'a quasiment pas de valeur. Donc voilà, c'est vrai que tout au long d'une vie, on peut faire, il y a des réorientations qui sont à 50 ans. Donc voilà, ne soyez pas, et c'est vrai que Caroline a raison, ayez un projet, suivez-le, et donnez-vous les moyens et utilisez les outils qu'on vous met aussi à disposition pour réussir votre vie professionnelle ou personnelle. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions éventuellement, avant de passer à la 3e partie un petit peu plus actuelle. Si jamais, je me permets juste de rebondir un tout petit peu sur ce que Jérôme avait dit au préalable. Vous parliez d'innovation, d'entrepreneuriat. N'hésitez pas également, Jérôme est vice-président de l'Institut Europia, qui est spécialisé en intelligence artificielle, à aller vous renseigner sur ce qu'ils font. Ça peut être un premier pas dans l'innovation. Voilà, je fais un peu la promotion, je me permets. Mais voilà, ça peut être une première idée. Et si jamais, donc on peut passer à la 3e partie, Brahim, si tu veux bien. Aujourd'hui, voilà, une 3e partie un petit peu plus actuelle. C'est vrai qu'on nous parle dans l'actualité beaucoup de choses un peu moroses, un peu tristes. On faisait mention tout à l'heure de comment dire, la démission, ou en tout cas du retrait du PDG de Danone, en fait, finalement, qui font passer les profits sur la nécessité d'un impact positif. Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous avez des nouvelles à nous faire passer, des sujets un petit peu plus positifs, un message d'espoir à faire passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Je vous laisse la parole, allez-y. Je vais me lancer parce que mon sujet de prédilection, c'est la biodiversité, qui était un peu couverte depuis, qui montait en intérêt ces 10 dernières années, mais quand même assez doucement, qui était beaucoup éclipsée par le sujet du changement climatique. Et qui a bénéficié un petit peu de la crise Covid, puisqu'elle a été remise en avant par le biais des zoonoses, par le biais et d'où vient ce virus, et bien de la déforestation ou de l'expansion de l'artificialisation. Donc ça, c'est un angle de vue. Et puis, je pense que le fait que les entreprises et les gouvernements soient de plus en plus interpellés par la société civile, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et c'est une conséquence de plusieurs crises, je pense. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, mais tout ça, petit à petit, ça fait que on ne peut plus dire c'est pas un sujet important. Non, ça l'est, il faut le prendre en compte. Et moi, j'ai espoir, ça ne peut que faire avancer les choses. Et un point important, les gens qui sont dirigeants aujourd'hui et en position d'éjecter le président de Danone sont
des gens d'une génération différente de la vôtre. Et un jour, c'est votre génération qui sera dans leur fauteuil. Donc, il va falloir accepter que pendant quelques années, il y ait encore dans des positions de pouvoir des gens qui n'ont pas fait cette transition dans leur esprit, mais de plus en plus, il va y en avoir. Donc, il faut garder espoir. Un jour, c'est des gens préoccupés comme vous qui seront dans les fauteuils et qui auront les manettes. Donc, ça, pour moi, c'est plutôt positif aussi. Merci. Je vous laisse peut-être, pardon Jérôme, je sais que vous vouliez réagir, je laisse peut-être Monsieur Saïdan d'abord y aller. Comme, voilà. Merci. Écoutez, moi je trouve vraiment ce débat d'une très très grande richesse. Nous sommes en train d'aller dans le fond du sujet grâce à Caroline, à Sana, à Jérôme. Je rajouterai simplement peut-être une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que la RSE, elle se conjugue bien sûr au pluriel, comme vous l'avez très bien exprimé, mais elle se conjugue aussi au pluriel d'un point de vue géographique, d'un point de vue spatial. La RSE concerne aussi les pays pauvres. Hein. Je suis bien placé pour le dire. Et les pays pauvres ont un avantage compétitif par rapport aux pays riches de ce point de vue. C'est que leur modèle économique d'entreprise est trivial, très simple. Donc l'implémentation, le fait de plugger de la RSE, ça sera très facile. Et il y a une grande partie justement qui se joue aujourd'hui en Afrique. Hein. Donc, regardons un peu vers le sud, ne restons pas la tête suspendue vers le nord, on risque d'avoir un torticolis. Et puis, deuxièmement, il y a une grande partie du match mondial, ce qui se joue dans le sud et notamment sur le continent africain. La RSE, il y a vraiment un grand chantier. Je vous invite à réfléchir aussi là-dessus, à voir comment cette fonction de production triviale est en train de se modifier aujourd'hui. Les entreprises bancaires, non bancaires, sont à l'affût de cette implémentation. Elles sont demandeuses. Hein, les entreprises veulent, la société civile aussi. Les jeunes il y a une mise à jour au niveau des enseignements, etc. Par exemple, l'implémentation du digital qui sera un élément important dans l'accompagnement de cette implémentation. Pourquoi? Pour les raisons évoquées, data, intelligence artificielle, etc. L'Afrique est à la page aujourd'hui. Hein. Le système éducatif évolue considérablement. Je sais que sur le continent africain, on a encore les pays les plus pauvres au monde, mais il y a aussi des pays hyper dynamiques. Hein. Sans les citer, regardez ce qui se passe au Nigeria, regardez ce qui se passe au Kenya au niveau des nouvelles technologies, c'est assez époustouflant. Regardez ce qui se passe aussi, ne serait-ce que dans ce pays qu'on chantait et on essayait de, on essayait de trouver des moyens pour lutter contre la pauvreté et la famine. Hein, j'ai oublié le nom là pour l'instant, mais enfin, ça me reviendra. Pareil. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième point, c'est, on parlait tout à l'heure des métiers. Je pense que tous les métiers dans une entreprise seront impactés par la RSE. Tous les métiers traditionnels vont devoir se mettre à jour. Il n'y a pas vraiment de nouveaux métiers en tant que tels. Il y a une nouvelle approche, un nouveau mindset plutôt, une nouvelle mentalité, je crois, qui va être déclinée au niveau de l'ensemble des métiers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme l'a dit très bien Caroline, je suis tout à fait d'accord, c'est une affaire de soft skills. Hein. C'est une affaire de soft skills qui va distinguer. On vous apprend les hard skills à l'école, mais il y a aussi effectivement ce que vous allez cultiver grâce au contact avec l'entreprise et grâce à vos stages, etc. Et c'est pour cela que nous essayons, grâce à deux variables dans ces nouvelles formations que nous lançons à Schema, notamment le MSI Sustainable Finance FinTech, c'est que nous essayons, pour développer en même temps ces soft skills, de travailler avec l'hybridation et avec la certification. Hybridation, c'est-à-dire que le prof qui sera en face de vous, il en aura deux, si je puis dire, hein, c'est-à-dire un académique qui va vous donner le background, mais aussi le professionnel qui va décliner, qui va inculquer, qui va distiller justement ces soft skills. Hein. Et deuxièmement, c'est la certification. Être sûr que les choses qu'on fait vont vous permettre justement de vous donner ce permis de conduire en matière de RSE. Voilà ce que je voulais dire très brièvement. Merci beaucoup, Monsieur Saïdan.
Peut-être d'autres mots d'actualité qui vous interpellent, que vous voudriez mentionner Moi, je vais parler d'une activité, de l'actualité, la Covid. Je dis toujours, des ténèbres jaillit la lumière. Ne restez pas dans la complainte. Innovez, différenciez-vous, différenciez-vous. Ça, c'est la base. Pourquoi? Je vous parlais d'un copain qui a un restaurant, il était limité à 50 couverts, on l'a fermé, il fait de l'emporter. Aujourd'hui, il livre 200 entreprises. Il a augmenté son chiffre d'affaires. Mais il n'est pas resté à se plaindre. Il s'est adapté, il a appris un nouveau métier et il réussit. Donc, tout ça, ce sera votre quotidien. Si vous êtes plus rapide que les autres, vous gagnerez en temps, vous gagnerez en crédibilité et vous réussirez quoi qu'il arrive. Il ne faut rien attendre des autres. Il faut faire de vous-même. N'attendez pas de votre entreprise, n'attendez pas. Bien sûr qu'ils vont vous apporter des choses. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut que vous vous démarquiez, que vous travaillez plus que les autres pour réussir. Et tout ce que vous faites, ça doit avoir du sens. Il faut vous poser les bonnes questions. OK, il y a la Covid, je suis fermé. Qu'est-ce que je peux faire en contrepartie? L'exemple du restaurateur, elle est excellente. Enfin, il est excellent cet exemple. Pourquoi? Parce qu'il s'est adapté. Et ça, c'est le quotidien de chacun. Il faut que vous soyez dès le départ entrepreneur. Même si vous rentrez dans une entreprise, vous êtes comme si vous étiez à votre compte. Vous êtes un entrepreneur. Et ça fera la différence. Et vous gagnerez en compétences et vous saurez tous les jours de mieux en mieux. Et Sana, elle a raison. Moi, j'avais repris aussi des études pour avoir un DESS gestion financière. Parce que lorsque je dirigeais une business unit, il me fallait tout comprendre, il me fallait présenter un business plan. Et chaque fois que je suis arrivé, que j'avais un interlocuteur en face de moi, un marketing, je les appelais les réfléchisseurs à l'époque, c'est pas aussi pareil, mais j'essayais de comprendre leur métier. Pourquoi? Parce que je les pilotais, j'étais leur chef, et un chef, qu'est-ce que c'est? D'en montrer l'exemple aussi. Et donc, du coup, si je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient et quel sens ils voulaient y mettre, j'avais du mal à les diriger. Tandis que quand je leur faisais confiance, en fait, c'est eux qui faisaient en sorte que je les dirigeais. Et pour moi, c'est ça le management. J'ai eu la chance d'être dans le rugby. On a tous des égos, il faut des égos. Mais l'ego au service du collectif. Et il ne faut pas qu'il pollue l'autre. On est tous des halos de lumière, mais il ne faut pas qu'on aveugle les uns et les autres. Il faut qu'ensemble, on soit une lumière et qu'on soit plus puissante, un soleil. Et après, on va briller pour tout le monde et on fera du bien à chacun. Donc, croyez en vous, ça c'est la base. Et l'actualité, adaptez-vous à l'actualité. Adaptez-vous aux problèmes et trouvez des solutions. J'insiste là-dessus. Voilà. Très joli message, merci beaucoup. Éventuellement, Sana, si vous voulez réagir à ça. Oui, bien sûr. Alors moi, mon message, le message que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui, c'est que pour en revenir, pour reciter le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que si vous souhaitez réaliser une carrière à impact positif, plutôt qu'un poste, il faut choisir une entreprise ou un projet qui correspond à l'engagement que vous souhaitez mener. Et si on souhaite avoir un réel impact, peu importe son métier, il faut d'abord intégrer une organisation qui prend concrètement le pas sur le développement durable et l'application de la RSE à ses activités. Et comme ça, donc, peu importe le poste que vous allez occuper, vous saurez que vous agissez pour le bien d'une entreprise responsable. Et que vous allez arriver à réunir les deux critères pour ensuite décupler ce sentiment et vous épanouir pleinement dans votre travail. Et enfin, et je vais terminer là-dessus, c'est que moi, je reviens aussi sur la crise Covid. Malheureusement, voilà, ça fait 1 an qu'on est dedans, mais il faut se dire que toutes les crises ont une fin et qu'elle se terminera, en tout cas, je l'espère, prochainement. Voilà, toutes les crises, de toutes les façons, quelles qu'elles soient, elles nous font grandir et elles nous permettent d'en tirer de bons enseignements et de progresser. Donc, et ça vaut pour tout le monde, hein, les entreprises, l'école, l'université, même les relations interpersonnelles.
voilà, l'histoire elle-même est marquée par des crises et qui ont accéléré le développement des sociétés et qui ont conduit à des rebonds formidables. Donc voilà, maintenant, soyez prêts pour le redémarrage, parce que des besoins, notamment, je reprends ma casquette RH, mais des besoins, enfin aujourd'hui, ça recrute plus beaucoup, même si Engie n'a pas renoncé quand même à ses recrutements sur la crise Covid. Je referme la parenthèse. Voilà, il faut que vous soyez prêts au redémarrage parce que les besoins, il va y en avoir, on aura besoin de recruter, notamment des jeunes, parce que voilà, on est dans un changement de mindset, comme vous le disiez, Monsieur Seydan, on a un changement de génération aussi, donc on aura besoin de vous, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Merci pour ces messages de lumière et d'optimisme, on pourrait dire, finalement. Oups. On va maintenant conclure cet échange et vous remercier aussi tous ceux qui ont pu se connecter aujourd'hui malgré la pause déjeuner. On sait que c'est pas forcément idéal pour tous. On a aussi reçu beaucoup de messages de personnes qui ne pouvaient pas être là et qui attendent avec impatience l'enregistrement. Donc, avec votre accord, on va pouvoir peut-être organiser une diffusion. Et puis, Salomé, si tu veux dire un petit mot de conclusion. Bah, oui, éventuellement. Alors déjà, merci infiniment pour vos disponibilités sur sur ce créneau-là. C'est vrai que c'est pas du tout optimal, hein, mais on pouvait pas trop faire autrement. Ensuite, je voulais aussi, bon, je sais qu'elle nous regarde sûrement, mais je suis également en fait en stage chez Engie actuellement, donc tout ça a été aussi rendu possible grâce à Audrey Kehen, ma tutrice de stage. Donc un grand merci à elle, un grand merci aussi à Skema, à Monsieur Saidan et ainsi qu'à Jérôme parce que c'est vrai que vous avez aussi apporté un message d'espoir qui est très, très important. Je tiens aussi à dire que si jamais il y a des étudiants de Schema qui nous regardent aujourd'hui, en tout cas, je parle pour Europe actuellement, Brahim, tu diras pour la junior entreprise en suivant. Nous, on a clôturé nos recrutements, c'est sûr, et certains, mais si jamais on organise souvent des actions, que vous soyez au Brésil, que vous soyez je ne sais pas, par exemple au Brésil, on a toujours besoin de bénévoles. N'hésitez pas franchement à vous renseigner sur nos actions, ce sera toujours avec grand plaisir. Voilà, donc mon message, vraiment un grand merci à tous les quatre pour vos messages et puis j'espère qu'on remettra ça peut-être prochainement. Oui, exactement. Et puis pour vraiment terminer, je crois que ce qu'il faut retenir finalement, se poser la question comment s'engager dans une carrière à impact positif. Je pense que la meilleure synthèse, c'est tout ce qui a été dit, c'est qu'il faut qu'on apprenne tous un nouveau métier, qu'on choisisse un engagement plutôt qu'un métier, qu'on devienne tous des entrepreneurs, même si on rejoint un grand groupe. C'est en tout cas un mindset à avoir. Et c'est comme ça qu'on sera en avance en s'intéressant à tous les sujets et qu'on pourra développer un vrai impact positif. Donc, merci à tous. Je pense qu'à l'issue de l'appel, il y aura de nouvelles synergies qui seront créées. En tout cas, je l'espère, et on pourra se recontacter, chacune et chacun. Et puis, n'hésitez pas, dernier message aussi aux participants, à mettre une petite publication, un petit mot sur les réseaux sociaux pour faire partager l'initiative aussi, dire ce que vous avez pu en penser, remercier nos intervenants qui ont pris de leur temps aujourd'hui et qui n'auront pas de pause déjeuner. Désolé. Mais merci en tout cas, encore une fois. En tout cas, félicitations à vous. On est vraiment très fiers de vous et bravo, l'objectif est atteint. Merci beaucoup, c'est très gentil. À bientôt. À très bientôt. Merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir, Caroline. Merci. Au revoir.